Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Shai, on commence doucement à se remettre en mode NBA, la pré-saison a commencé. Hier, on avait notamment un match des Lakers contre les Suns avec LeBron James et des débuts historiques, entre guillemets, parce qu'il y aura à nouveau le même cinéma pendant la saison régulière, mais c'était la première fois que Bronny et LeBron ont pu fouler ensemble un parquet NBA, c'était en pré-saison. LeBron James et Bronny James, le père et le fils, lors d'un match perdu par les Lakers. Perdu par les Lakers, ouais, 118-114 contre les Suns. Ouais. 118-114, on a eu le droit à 4 minutes voilà, de LeBron James et Bronny James ensemble sur le terrain. C'est histoire de préparer un peu le. Bah, tu parlais de cinéma, bon, voilà, c'est pour le côté péjoratif, c'est sûr, parce que à partir du moment où on considère qu'il n'a pas forcément que Bronny n'a pas forcément encore le niveau NBA ou qu'il est là essentiellement parce que son père est là, c'est sûr que ça fait un peu cinéma. La preuve, c'est qu'on retient plus cet événement-là, qui est un micro-événement, que le match en lui-même. Après, ça fait quand même, voilà, c'est une image assez marquante finalement parce qu'elle est inédite. Il n'y a jamais un joueur, que ce soit une superstar ou un joueur lambda, qui a joué avec son fils en même temps. Donc l'image est belle, on peut le dire. C'est plutôt beau. Par contre, ouais, c'est. Oh, moi, j'ai encore envie d'attendre de voir si c'est vraiment un joueur NBA pour pouvoir dire après m'offusquer et dire bon. Il fallait pas faire ça, il a pas sa place, c'est vraiment un sketch et tout. Bon, a priori, pour l'instant, il a pas encore vraiment le niveau. Ce qu'on a vu sur les matchs de préparation, enfin sur la Summer League, tout ça, c'est un peu difficile. Là ils ont passé 4 minutes ensemble, ouais, c'est ça, et 13 minutes en tout pour lui sur le terrain. C'est encore difficile parce que même sur l'impact défensif, je veux dire, il a des aptitudes physiques, il a quelque chose quand même. Mais parfois, c'est encore un peu brouillon, comme un joueur qui a passé une saison en NCAA et avec des difficultés qu'on connaît, des difficultés personnelles de santé. Donc c'est à la fois c'est une image sympa, on va pas non plus voilà, c'est sûr que c'est cool si tu me dis demain tu joues avec ton enfant au plus haut niveau devant tout le monde, c'est cool. Par contre, c'est sûr que ça fait un peu arrangé et un peu forcé. Même les déclarations, tu vois, bon, LeBron il est dans son rôle, hein, il dit pour un père ça vaut tout l'or du monde, cette possibilité d'avoir cette influence sur ses enfants c'est génial, moi j'ai pas eu de père, voilà, bon, ça c'est très bien et c'est juste. Mais ce que Reddick dit, tu vois, c'est pourtant j'avais bien aimé sa première approche de dire non non mais il sera surtout en G-League et puis je le vois comme tel joueur, je veux qu'il devienne un fort défenseur, etc. Là c'était bon, je suis content de faire partie de l'histoire, ça montre tout le travail que Bronny a fourni pour en arriver là, l'amour paternel, bon voilà, c'était un peu fatigant, mais bon, c'était une répétition avant ce qui se produira très très certainement pendant la saison régulière à un moment, probablement assez tôt parce que là il est déjà intégré plus ou moins à la rotation, donc ça va arriver vite et voilà, au moins ce sera fait. Oui, oui, moi, je trouve ça très très cool sur l'aspect père-fils. Et de toute façon, c'est ce qui compte à ce stade. On peut pas juger ça juste en mode le niveau de jeu basket ou le prisme NBA, de est-ce qu'il doit être en NBA, pas en NBA. Aujourd'hui, de toute façon, il est là. Quoi qu'il arrive, un 55e choix de draft, c'est toujours un joueur, enfin, c'est 99% du temps un joueur qui devient anecdotique. Mhm. Là, par contre, effectivement, il y a beaucoup de lumière sur lui. On nous donne constamment ses stats. Je peux vous les donner, hein. En 29 minutes de pré-saison, il a marqué un seul panier pour l'instant, Bronny James. Mhm. Hier, il est à -16. Il termine à -16 en 13 minutes, en plus-minus. Bon, après, c'est de la pré-saison, ça veut rien dire. Il est très jeune. Des gars qui sont mauvais en pré-saison, il y en a eu des tas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait une carrière NBA derrière. Mais effectivement, on sent que c'est dur de se détacher du fait il est là parce qu'il y a son père. Pour moi, c'est clair que c'est pas un joueur NBA et on verra si la J-League peut l'aider à se former en tant que joueur NBA. Parce que je pense qu'il va passer C'est ça qui est grande, important. grande, grande partie de son temps en J-League. Il Et oui, faut, il c'est faut. pas. Ouais. Mais en fait, il faut parce que si toute la saison il a une dizaine de minutes qui sont complètement anecdotiques, bah, enfin, mathématiquement, il va peut-être prendre la place de quelqu'un qui peut apporter quelque chose et qui est déjà un peu plus près au niveau pro, mais je pense pas que. J'ose pas imaginer que les Lakers le mettent à plein temps avec l'équipe première, j'allais dire, vu les ambitions. Elles sont modérées, je pense, hein. Tout le monde est conscient que les Lakers sont pas les premiers contenders cette saison, mais bon, dans tous les cas, il a quand même un vrai challenge. C'est un énorme challenge de montrer qu'il a un niveau ne serait-ce que correct et qu'il n'est pas vraiment juste là. Il est là pour son père, sinon il serait pas aux Lakers. Il est là grâce à son père, mais
Il semble quand même avoir des qualités, il faut qu'il arrive à les montrer, à progresser sans toute l'attention médiatique, ce qui est très compliqué vu comment ça a été géré depuis le début. J'espère qu'à un moment, que ça va pas être trop compliqué pour lui, quoi. Je vois pas comment il peut passer devant Jalen Hood, Chifino et Gabe Vincent dans la rotation, par exemple. Ça me semble impossible, Hmm. sauf blessure. Mais bon, je me demande même si on n'en parle pas trop là. Voilà, fallait qu'on en parle aujourd'hui. T'as raison. Fallait qu'on en parle aujourd'hui quand même parce que c'était la première ensemble des deux. On se laisse Ouais. un peu influencer par parce que tout le monde va parler de ça au final, Hmm. mais une fois qu'ils ont joué leur premier match en NBA ensemble, après ça, je pense que moi, je vais essayer d'en parler le moins possible. En fait. C'est à un moment, on fait d'un événement un truc qui est un non-événement. Il y aura peut-être plus à en parler après, est-ce qu'il y aura seulement plusieurs matchs ensemble, tu vois, c'est ce qu'ils vont juste marquer l'histoire, ils vont le faire en match officiel, mais est-ce qu'après ils vont insister, ça c'est autre chose. Parce qu'au final, hier, il y avait quand même un autre match. Enfin, il y a plusieurs matchs, mais il y a un autre match où il y avait aussi un mini-événement. C'était le début de Karl Anthony Towns avec les Knicks. Alors pareil, c'est pas une première officielle, mais quand même, il a pu mettre son maillot de New York. Victoire des Knicks contre les Hornets 111-109. 4, il a joué que la première mi-temps. Enfin, il a joué 15 minutes en tout. Il a mis 10 points, 4 rebonds. Son premier panier, c'est un panier à 3 points avec un défenseur devant lui. Ouais, bien lointain en plus. Ouais, bien lointain. 2 sur 7 au tir. Voilà, ça c'était pour les débuts de 4. De toute façon, pareil, encore une fois, c'est un match de pré-saison, mais début plutôt correct. Il y a de l'alchimie à trouver avec ses nouveaux partenaires. Ouais, c'est ça, le 5 c'était Bronson, Hart, Anunoby, Bridges. Donc Michael Bridges aussi faisait ses débuts du coup. Oui, Michael Bridges, tout à fait, c'est vrai. Il joue 13 minutes pour 4 points, bon, voilà, et donc 4 en pivot. C'est ce qui est sans doute, je pense, annonciateur de ce à quoi vont ressembler les Knicks cette saison, a priori. À moins que j'oublie quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai oublié dans la rotation? Parce qu'il y a Achua a joué beaucoup en sortie de banc. Non, c'est ça, ce sera leur 5 majeur. Ouais. Avec McBride, Shamet et tout dans la rotation, je pense. 4 premiers, une première tranquille. Il m'a pas semblé dans la forme physique de sa vie pour l'instant, mais je pense que c'est normal à ce stade de la préparation. Et puis c'est pas là qu'on va le juger, quoi. On le jugera vraiment en saison. Et j'allais dire, et en playoff, qui est le plus important pour lui et pour les Knicks. Ouais, d'ailleurs, le 5 majeur des Knicks, ce nouveau 5 majeur qui a été. Les Hornets ont quand même pris le dessus sur 5 majeurs des Knicks. Il y a 18 points, 7 passes de la Melo Ball en seulement 19 minutes. Miles Bridges aussi a été bon, 10 points, 6 rebonds. Et en face, il y avait aussi Tidjane Salin qui jouait son premier match avec les Hornets, son premier match de pré-saison. Tidjane Salin, 22 minutes, 11 points, 4 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Belle première entrée en matière. Tout de suite montré qu'il est capable d'apporter en shootant de loin. Il a fait très bonne impression, honnêtement. Alors oui, encore là, on remet en contexte, c'est de la pré-saison, tout ça. On l'avait déjà vu un peu en Summer League, il avait fait des bonnes choses. Mais l'impression visuelle que moi j'aime tant, qui parfois me parle plus que les stats, j'ai trouvé très très bonne. Il a l'air, affûté, ça c'était évident, mais alors au niveau mécanique et tout, le geste, son tir, il est vraiment vraiment bien. Il est fluide dans ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé son apparition là, son match, je l'ai trouvé vraiment très bien et c'est franchement prometteur si c'est comme ça qu'il est utilisé toute la saison. S'il a une vingtaine de minutes par match, je trouve ça très bien. Parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe. On n'est pas sur l'équipe, on sait pas exactement. Les Hornets, c'est un peu une équipe mystérieuse parce que si la Melo joue toute la saison, il y a quand même des forts joueurs autour, quelques forts joueurs autour avec Miles Bridges, Brandon Miller qui a fait une très bonne saison rookie. Donc s'il arrive à jouer une vingtaine de minutes cette saison dans une équipe comme ça et que ça tourne bien, là tu vois, je trouve qu'il avait de la confiance en attaque. Il a pris 5 tirs extérieurs, il en met 3. Et je reviens sur le geste vraiment, et allez fouiller un peu sur les réseaux, vous allez voir ce qu'ont pensé les Américains qui ne l'avaient jamais vu. Ils ont dit incroyable, je pensais pas qu'il était aussi smooth, tu vois. Et je suis content qu'il ait pu se mettre en valeur. Hein. C'est qu'une première apparition, mais je l'ai trouvé intéressante. Et un autre Français d'ailleurs, c'était Moussa Diabaté qui a fait 5 points, 3 rebonds de passe. Pour Salin, moi, c'est les minutes, comme tu l'as dit, les 22 minutes. C'est ça qui m'intéresse presque le plus, c'est-à-dire que c'est le remplaçant qui a le plus joué. Ouais. Il y avait l'air d'avoir une volonté de le mettre sur le terrain, de le faire entrer dans la rotation. Il y a des joueurs intéressants sur le banc des Hornets, mais pas forcément sur son poste. Et moi, du coup, ça m'encourage à penser qu'au moins en début de saison, il aura peut-être du temps de jeu effectivement en sortie de banc, même si on sait que les rotations de pré-saison, elles sont évidemment difficiles à analyser, mais
Il y a un petit monde où effectivement il peut commencer à une vingtaine de minutes et c'est important parce que très vite tu peux te mettre dans le rythme, tu peux éventuellement gagner la confiance de ton coach, te mettre en confiance et c'est important de bien démarrer. Ça a souvent aidé pour des joueurs NBA. D'ailleurs, pas comme Dadier n'a pas joué Il n'a pour pas les joué, Knicks. non. Non, il était dans le groupe, mais il est pas entré, ouais. Parmi les autres matchs, il y a eu une victoire de Toronto contre Washington. J'ai même pas checké. Oui, Bilal Koulibaly a joué, il a mis 10 points. Bilal Koulibaly avait joué, mais il y avait Alex Sarr aussi qui a fait un bon match, 15 points, 4 passes. Mais je le découvre en direct, je suis désolé, j'avais pas du tout fait gaffe au match des Wizards. C'est de la pré-saison, c'est pas bien grave, hein, mais oui, bah, ils ont pris une bonne avoinée quand même contre les Raptors, hein, mais les deux ont joué, ouais. Les deux Français ont joué, étaient dans le 5 surtout, donc ça c'est intéressant aussi. Et Alex Sarr qui a été très très maladroit pendant la Summer League, à tel point que c'était une source d'inquiétude pour les fans. Là, sur les 22 minutes, je crois qu'il met 3 paniers à 4 points, à 3 points pardon, sur 4 tentatives. Et il a été intéressant. Donc là, c'est maintenant qu'il faut commencer à être bien pour lui. Et la Summer League, il faut que ce soit une anecdote et juste sa première, la prise de température, quoi. Là, maintenant, il faut qu'il montre vraiment pourquoi il a été pris en deuxième position. Et Bilal aussi a été plutôt adroit, 4 sur 6, 10 points. Après, c'est moins son registre, mais c'est peut-être une saison aussi où il va peut-être prendre du galon un peu offensivement, mettre un peu plus de points. Donc c'est jamais mauvais de mettre des points dans un match même de pré-saison. Ouais, il a 2 interceptions, 2 blocs aussi Ouais. pour Bilal. Et c'est vrai que ça, bon, du coup, moi, j'essaierai d'aller regarder les highlights, mais j'imagine que l'adresse, là, le 6 sur 8 sur ce match doit rassurer, le rassurer, doit faire du bien un peu à tout le monde. Et il fait 4 passes aussi, et ça c'était déjà un truc qu'on voyait un peu, la volonté d'être un peu passeur dans son registre. C'est une bonne arme à ajouter, ça. Parce que tu sais que Jordan Poole sera le meneur titulaire des Wizards cette saison. Absolument, là le 5 c'était Jordan Poole, Bilal Koulibaly, Kyle Kuzma, Alex Sarr et Jonas Valanciunas. Ah, mais du coup je pense que ça va être ça le 5, cette saison. Il est moment, t'as Bilal, Sarr dans le 5. Ouais, si ça va, ils vont s'en sortir niveau spacing. Ouais, 2 Français dans le 5 des Wizards, ça peut être une raison de regarder Washington. Et Jordan Poole, meneur titulaire, ça peut être marrant. Même si là, il a mis 16 points, 6 passes sans perdre un seul ballon. Voilà. Ouais. Et puis, il y avait un Boston-Denver. Bon, le remake des finales. Ouais. Un peu anecdotique. Enfin, les 2 derniers champions, pardon, pas le remake des finales, les 2 derniers champions. De la prochaine finale. Je m'avance parce que je reviens du futur, je vous ai pas dit, mais enfin, c'est l'affiche de la prochaine finale, c'est pour ça. En tout cas, Boston s'est baladé contre Denver et a écrasé Denver 130 à 104. Ouais, il manquait du monde, hein. Il manquait du monde à Denver aussi. Il n'y avait pas Aaron Gordon, pas Russell Westbrook. Il y avait Conchar dans le 5, Brown, Strother. Bon, voilà, c'est de la pré-saison encore une fois, et même chez les Celtics. Il y avait ce bon vieux Luke Cornett dans le 5, notamment. Donc, c'est pré-saison, encore une fois. Yes, allez, je te propose qu'on enchaîne sur autre chose. Ça concerne les Warriors. C'est un truc qui peut sembler comme ça un peu anodin, mais que j'ai trouvé intéressant. C'est le fait que Jonathan Kuminga et Steve Kerr ne sont pas d'accord sur la position de Kuminga. Donc lui, Kuminga, il se voit comme un poste 3, parce que je pense qu'il s'imagine comme un joueur qui a la balle, et il a des raisons plus ou moins légitime de le penser. Je pense qu'ils voilà, comme les Paul George, tu vois, les ailiers capables d'attaquer le cercle, et de s'affirmer comme des grosses options offensives. Sauf qu'en fait, Steve Kerr, il ne voit pas Kuminga comme ça, il le voit plutôt comme un 4. Et c'est important parce que ça sous-entend que pour lui, Kuminga n'a pas encore le tir nécessaire à 3 points pour apporter complètement du spacing. Et en gros, si tu le mets en poste 3 avec Draymond Green et Trayce Jackson-Davis ou Kevin Looney au poste 5, tu as une équipe qui n'a pas assez de spacing et donc il voit Kuminga comme un 4, mais par définition, le poste 4 titulaire de Golden State, c'est Draymond Green. Donc c'est une nouvelle petite mésentente et ça sous-entend peut-être, Shai, que Kuminga sera sans doute pas titulaire en fait cette saison, encore une fois. En tout cas, à part si Green est basculé au poste 5 tout le temps, et là il y aurait Kuminga, Wiggins. J'ai l'impression que c'est sans fin entre Kerr et Kuminga. Alors là, on n'est pas dans une altercation, dans un vrai problème relayé par les médias, mais la saison dernière, tu te rappelles, Kuminga avait, ou lui ou son agent, ou peu importe qui c'est, mais avait quand même laissé fuiter des informations selon lesquelles il croyait plus du tout en Steve Kerr, en tout cas dans sa capacité à le faire devenir un bon joueur, à le faire progresser. Il avait été plus ou moins un peu écarté, mis sur le banc quelques matchs un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il avait râlé. La relation entre les deux, elle est quand même un peu compliquée.
la situation de Kuminga aux Warriors, c'est toujours de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un énorme potentiel, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire, si le gars peut vraiment incarner l'avenir, s'il peut déjà être un membre essentiel. C'est très compliqué. Je ne sais pas comment ça va se. C'est pas un très très bon signe, honnêtement, s'il y a déjà des désaccords sur la manière dont il est utilisé, en sachant qu'il a déjà montré qu'il pouvait manifester son mécontentement. Donc, je ne sais pas si c'est très très bon signe et s'il y a un avenir très très. Un avenir certain pour Kuminga aux Warriors, je sais pas trop. Mais je sais pas avec quel 5 ils démarreront, je sais pas comment ils. À la base, j'imaginais bien Kuminga dans le 5, hein, mais il voudra peut-être des gens plus Mais à la place coachables. de Ouais, à la place de qui, c'est ça la question. mais Kuminga, en fait, pour moi, le seul scénario moi, je suis d'accord avec Steve Kerr, en fait. Bah Je oui, me dis, plutôt. c'est pas tout à... Enfin, il pourrait être un poste 3 s'il y a une autre configuration autour, mais là, aujourd'hui, en plus, il y a Andrew Wiggins Mhm. à insérer. Soit il prend complètement la place de Wiggins et Wiggins sort du 5, mais ça me semblerait étonnant. En fait, il y a plein de possibilités à Golden State, mine de rien. Il y a quand même des chemins où Kuminga finit dans le 5. Il y a le chemin tout bête, c'est de se dire il prend la place de Wiggins. Et il y en a un autre où c'est Steve Kerr décide de jouer small ball, mais c'est enfin petit, parce que l'esprit du small ball, bien Mhm. sûr, mais il joue vraiment petit avec Draymond Green en 5, Kuminga en 4, Wiggins, puis ensuite Melton ou Podziemski et Curry. Mais ça, dans cette conférence Ouest, où il y a de plus en plus de grands, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit le mot d'ordre. J'ai l'impression qu'on part plutôt sur Curry poste 1, poste 2 soit Melton, soit Podziemski, Mhm. poste 3 Wiggins, poste 4 Green, et ensuite Looney ou Trey Jackson-Davis, l'un des deux, en poste 5. Voilà, après il y a plein d'options à Golden State, il y a une rotation large avec beaucoup de qualité. On verra, mais oui, Kuminga, lui, j'imagine, c'est un mec qui a envie d'exploser, quoi. Il a Ah, envie c'est clair. d'exploser, d'aller montrer ce qu'il vaut, d'aller chercher son contrat, et ce nouveau petit désaccord, on peut se demander si à un moment, si Kuminga effectivement ne trouve pas sa place dans le 5, est-ce qu'il n'y aura pas une volonté pour lui vraiment d'être échangé en cours de saison, quoi. Et puis c'est un mec qui a enfin, il a encore une forte valeur, hein, on en discutait sur le potentiel des Warriors et sur ce qu'il pouvait encore faire. Il a une valeur, il est jeune, il a beaucoup de talent, tout le monde le voit, mais je pense que tu vois, Kerr il préférera un Jackson Davis qui est très coachable, qui a beaucoup apporté déjà en tant que rookie, plutôt que de se mettre là. Il sort d'une saison et peut-être même de 2 saisons où il s'est pris la tête à chercher des formules, à ménager les égos des uns, les craquages des autres. J'ai l'impression que Kerr, de ce que j'avais vu déjà sur l'avant-saison et ce qu'il disait, il aimerait un peu de quiétude, un peu de calme Ouais. et des choix pas cornéliens à chaque fois. Donc espérons pour lui qu'il n'y ait pas de problème avec Kuminga et que Kuminga accepte son rôle, quoi, quel qu'il soit, quoi. Même si c'est en sortie de banc, c'est un mec qui peut faire des ravages en sortie de banc, hein. Il a un tel impact athlétique que dans un premier temps, ça peut être ça aussi. Bon, on va pas tout de suite prophétiser des galères pour les Warriors, hein. Tu l'as dit, il y a un très bel effectif et de quoi faire une saison même surprenante, mais voilà, c'est des petits signes comme ça qu'on n'aime pas forcément voir, des désaccords de début de saison alors qu'il n'y a même pas eu le moindre match, c'est toujours compliqué. Ouais, à suivre. Allez, je te propose qu'on laisse la NBA et qu'on se tourne vers la WNBA où il y avait 2 matchs au programme. Mhm. Oui, logique, la suite des demi-finales avec la qualification de New York du Liberty pour les finales. New York qui a battu Las Vegas 76-62. C'est la 3e victoire en 4 matchs pour New York contre Las Vegas. Et voilà, pas de surprise, Sabrina Ionescu et ses coéquipières seront donc en finale. Ce sont les grandes favorites pour le titre. Ouais, alors pas de surprise, alors oui, parce qu'on s'y attendait. Moi, c'est le prono que j'avais fait 3-1. Par contre, après la défaite dans le match précédent, avec le fait que là c'était encore à Las Vegas, je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même moyen que la série aille en 5, mais New York est vraiment dans la continuité de ce que l'équipe a fait pendant la saison régulière, et il y a une vraie sérénité, une vraie confiance. Et Ionescu, que tu mentionnais, elle fait des playoffs exceptionnels. Elle a juste manqué d'adresse sur le dernier match, ce qui a beaucoup profité aux Aces, mais là, elle a encore fait 22 points, 7 rebonds. Elle a mis des paniers importants à 3 points, notamment quand Vegas était encore dans le coup. Brianna Stewart, 19 points, 14 rebonds. Et défensivement, à le 4e quart-temps, elles ont éteint complètement les Aces. 23-11 dans le dernier quart-temps. Et même A'ja Wilson, toute MVP qu'elle est, a pas pu vraiment peser sur le match. Et elle était un peu trop seule. Elle met 19 points, Kelsey Plum 17, mais le reste a été complètement muselé. Et c'est un peu l'histoire de la saison. Les autres stars de l'équipe ont eu des difficultés à se mettre dedans et à trouver leur rayonnement optimal. Et donc New York retourne en finale. Peut-être le premier titre de la franchise, de l'histoire de la franchise. Pour ça, il faudra quand même battre une équipe qui arrivera un peu plus fatiguée quand même, parce que dans l'autre série entre Connecticut et Minnesota, il y aura un Game 5 pour le coup, un match d'appui.
Et New York, t'as raison, hein, New York grandissime favori parce que meilleur effectif, parce que saison régulière déjà très très réussie, meilleur coaching que l'an dernier, beaucoup plus d'adaptation, d'alternance dans le jeu, plus de logique. C'est vrai que c'est difficile, on les imagine mal perdre à ce stade là maintenant. Ouais, dans l'autre match, tu as dit effectivement, c'est Connecticut qui a battu Minnesota 92-82 avec 18 points, 8 rebonds et 11 passes d'Alyssa Thomas. Connecticut qui pourra donc jouer un Game 5 contre Minnesota. Ouais, ça va être très 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 chaud. De toute façon, cette série, elle est âpre et rugueuse, comme je l'ai dit déjà. Là, c'est même plus offensif presque que ce à quoi je m'attendais. Les Lynx ont été devant pendant toute une mi-temps. Nafisa Collier a été encore magnifique. C'est un pléonasme, je vais le dire à chaque fois. 29 points, 13 rebonds. Et moi, j'ai eu l'impression que Minnesota filait vers la qualif. Et puis en deuxième mi-temps, le Sun a rectifié le tir. Quelques bonnes surprises. Tiasha Harris qui est revenu dans le 5 après des pépins physiques. Et c'est un vrai choix aussi tactique. Elle a mis 20 points pour aider Alyssa Thomas. Tu as mentionné qu'elle a encore frôlé le triple-double à 2 rebonds près. Dewana Bonheur, 18 points. Voilà. Le Sun s'est fait violence. Et match 5 très très incertain dans 48 heures du côté de Minnesota pour aller défier le Liberty derrière en finale. C'est deux équipes qui peuvent vraiment donner du fil à retordre à New York, hein, mais il y a quand même une bonne vibe de premier titre de champion de WNBA pour les Lynx qui ont mis fin aux espoirs de three-peat, hein, je ne l'ai pas dit, mais il y avait un possible three-peat pour les Aces, qui est très très difficile à faire dans toutes les ligues évidemment, mais en WNBA encore plus, parce que c'était déjà difficile de faire un back-to-back. C'était les premières depuis très longtemps à avoir réussi un back-to-back. Et donc là, elles tenteront pas le three-peat, et on verra ce que ça va donner, si ça pousse à des changements en interne, si Becky Hammon est toujours contente d'être là. Voilà. On va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Allez, regarde, prépare-toi pour cette transition. Du côté de Minnesota, il y avait quand même Olivia Epupa qui est rentré très brièvement au jeu. Oui, je ne l'ai pas mentionné, t'as raison. Olivia Epupa qu'on retrouve aussi dans le MOOC. Bien le dernier MOOC, voilà, j'ai gardé magnifique. Ça pour la fin. Le nouveau MOOC Rivers est disponible, le MOOC numéro 15, celui sur les petits, le small, le MOOC small. On revient sur tous ces joueurs iconiques qui ont fait la légende de ce sport tout en étant petits. La couverture est absolument incroyable. Anna Iverson en couverture. Il y a une offre en ce moment, donc c'est 240 pages, comme d'habitude, des portraits, des histoires. On retrouve du Sylvain Francisco, du Jalen Bronson, tout un tas de légendes, évidemment Muggsy Boggs, Allen Iverson, je ne sais plus qui. Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes. Stephen Curry, bien entendu. Voilà, le MOOC 15, c'est pas la taille qui compte. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur basketsession.com, le shop, les précommandes, comme je l'ai dit, c'est offert pendant les précommandes. Les frais de port sont offerts pendant la période de prévente. Donc voilà, donc allez checker ça, c'est sur basketsession.com. De toute façon, on en parlera sans doute encore plus en détail cet après-midi dans le podcast avec Théo. Mais allez jeter un œil, juste ne serait-ce que pour voir la cover. Après, vous achetez pas, c'est à vous de voir, mais la cover est vraiment incroyable. Il est très beau, c'est notre nouveau bébé, donc allez checker ça. Foncez. Et nous, on se retrouve du coup, comme je disais tout à l'heure, pour un podcast et demain pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.